Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième cours qui est consacré à la génération de code machine. Il s'agit donc de l'étape finale du compilateur, qu'on appelle aussi le back-end, qui prend en entrée le pseudocode généré par le front-end et qui va le traduire vers la machine cible. Donc là, en l'espèce, on va considérer la machine x86 64 bits. Donc le but c'est de produire du code machine qui soit à la fois correct et efficace. Alors correct on l'a déjà vu, on veut que le code machine soit équivalent au programme, et puis efficace dans le sens où on veut bien utiliser les ressources de la machine cible pour avoir les meilleures performances possibles. Donc les ressources c'est naturellement les instructions, les registres, et puis éventuellement la bonne utilisation du cache. Alors la méthode la plus directe pour produire du code correct, mais absolument pas efficace, c'est d'allouer simplement un slot de pile par temporaire, et puis de traduire directement le pseudocode, avec un schéma de traduction par instruction de cette forme-là. Donc là, T reçoit T1 plus T2, c'est simplement, on récupère dans des registres existants le contenu des slots de pile alloués, on réalise l'opération, et puis à la fin, on remet le résultat à l'intérieur d'un slot de pile. Naturellement, ça n'est pas efficace, puisqu'on utilise la pile de manière extensive, on sait que l'accès à la pile est beaucoup plus cher que l'accès à un registre, et surtout on va totalement sous-utiliser le jeu d'instructions de l'architecture cible. Donc la technique classique de génération de code consiste à partir d'un graphe de flow de contrôle dans lequel on a construit un DAG pour chaque nœud, en utilisant la technique qu'on a vue dans le chapitre précédent. Et puis ensuite, pour chaque DAG, on va sélectionner les instructions pour réaliser les différentes parties. Ensuite, on va décider dans quel ordre on exécute ces instructions, en réalisant l'ordonnancement. Donc le résultat, c'est une suite d'instructions, mais qui manipule encore des temporaires. On a donc ces temporaires dans une étape qu'on appelle l'allocation des registres, en essayant d'utiliser autant que possible des registres. Alors commençons par la sélection des instructions. Alors on peut très bien modéliser les instructions comme des patterns à l'intérieur du DAG. Là par exemple, on aurait une décrémentation, et au final, la sélection des instructions serait simplement le fait de trouver un pavage de coût minimum du DAG. Donc voici un exemple de pavage. Donc voici un deuxième. Alors donc on a besoin d'un modèle de coût. Donc pour ça on va simplement regarder la latence associée à chacune des instructions, c'est-à-dire le nombre total de cycles dont on a besoin pour exécuter cette instruction. Donc typiquement avec cette sélection-ci, on aura la latence de la décrémentation, la latence de l'incrémentation, la latence de la multiplication, et puis enfin la latence de la multiplication suivie de l'addition, qui est réalisée par l'instruction LEA, pour load effective address. Et au final on aura une latence de 14 si on tient compte des coûts de transfert. Alors ici, on peut ignorer le temps de transfert entre les registres, donc on va simplement considérer que le coût d'une sélection, c'est la somme totale des latences des instructions. Alors notez que c'est une modélisation qui est assez naïve, puisqu'elle ignore totalement le parallélisme d'instructions, le fait que les instructions peuvent s'exécuter de manière pipelinée. Néanmoins, on peut montrer empiriquement que cette métrique donne de très bons résultats. Alors si on regarde la complexité de ce problème, le fait de trouver un pavage de coût minimum sur un DAG est un problème NP complet. Ça veut dire qu'à notre connaissance, il n'existe pas d'algorithme polynomial pour résoudre exactement ce problème. Par contre, on sait que sur les arbres, il existe un algorithme linéaire en nombre de nœuds. Et donc on va chercher à décomposer le problème de sélection sur les DAG en problème de sélection sur les arbres. Donc voici cet algorithme linéaire sur les arbres. On va considérer un bloc de base qui implémente ce calcul, et on essaie de trouver une sélection parmi les instructions suivantes avec ce modèle de coût. Donc pour ça, on va parcourir l'arbre dans l'ordre postfixe, et puis pour chacun des nœuds rencontrés, on va se maintenir deux tables, une table IOPT, qui à chaque nœud va associer l'instruction optimale enracinée en ce nœud, puis une table COPT, qui à chaque nœud va trouver le coût total enraciné sur ce nœud. Donc commençons par ce nœud, là ici il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'utiliser un MOV, et son coût optimal c'est 1. Ensuite on va avoir ces deux nœuds, et à nouveau on va pouvoir utiliser un MOV de coût 1. Ensuite pour celui-ci, il va y avoir deux possibilités, soit j'utilise l'instruction de soustraction, et puis à ce moment-là, le coût total enraciné en ce nœud-là, ça va être le coût de cet opérateur plus le coût optimal des sous-arbres, c'est-à-dire 1, et donc le coût optimal enraciné à ce nœud, ça va être le coût de l'instruction plus le coût total enraciné des sous-arbres, donc on va avoir 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Et alors maintenant, si on choisit la décrémentation, et bien à nouveau, le coût optimal enraciné en ce nœud-là, ça va être le coût de la décrémentation plus le coût optimal des sous-arbres, c'est-à-dire 1 pour la décrémentation et puis 1 pour le sous-arbre. Donc là, c'est 2. Donc le meilleur choix est la décrémentation. Donc on itère ensuite. Ici, on n'a pas tellement le choix, en fait, on va avoir que la multiplication. Donc le coût optimal enraciné sur ce nœud-là, c'est le coût de la multiplication, c'est-à-dire 4, plus le coût optimal des sous-arbres. Donc à partir du nœud 3, on a 1, puis le sous-arbre enraciné en 4, on a obtenu 2, qui nous donne un coût de 7. Pour celui-ci, c'est à nouveau une copie, donc on va avoir un coût de 1. Et puis enfin, pour celui-là, on voit qu'il va y avoir deux possibilités, soit on utilise une addition, soit on utilise l'instruction LEA, qui est capable de réaliser la multiplication par une constante suivie par l'addition. Regardons pour commencer l'addition, le coût optimal enraciné sur ce nœud-là, c'est le coût de l'addition plus le coût optimal des deux sous-arbres, c'est-à-dire 1 pour l'addition, puis 7 pour le sous-arbre enraciné en 5, c'est ce qu'on avait obtenu ici, et puis pour le sous-arbre enraciné en 6, ça c'est 1. Donc au final, si je choisis l'addition, j'ai un coût de 9. Par contre, si je choisis le LEA, le coût optimal c'est le coût du LEA, plus le coût optimal des sous-arbres, c'est le coût enraciné en 4, c'est-à-dire 2, et puis le coût enraciné en 6, c'est-à-dire 1.
Au final, j'obtiens 6, et par conséquent, il est plus intéressant d'utiliser un LEA. Au final, pour obtenir la bonne sélection d'instructions, je pars de la racine, et puis pour chacun des sous-arbres, je prends l'instruction optimale. Donc je commence par retenir le LEA, ensuite je regarde pour 6, l'optimal trouvé c'est un mauve, ensuite pour 4, l'optimal trouvé c'est une décrémentation, et finalement pour le 2, l'optimal trouvé c'est une opération de copie. Et voici ma sélection d'instructions optimale. Alors pour résumer l'algorithme, on va simplement faire un parcours postfixe de l'arbre, et puis pour chaque nœud on va simplement trouver l'instruction qui minimise le coût total de l'instruction et des sous-arbres. Et finalement on choisira notre sélection d'instructions en partant de la racine et récursivement sur les sous-arbres. Donc on voit que cet algorithme va parcourir 2 fois l'arbre, et qu'au final sa complexité est linéaire en nombre de nœuds. Pour traiter les DAG qui ne sont pas des arbres, on va repérer ce qu'on appelle les nœuds partagés, c'est-à-dire qu'ils fournissent leur valeur à plusieurs nœuds, on va simplement les décrocher, de manière à obtenir un ensemble d'arbres sur lesquels on va séparément réaliser une sélection d'instructions. Alors maintenant qu'on a la sélection des instructions, il faut déterminer dans quel ordre exécuter ces instructions. On voit qu'il y a plusieurs ordres possibles. Là par exemple, on pourrait commencer par la décrémentation et ensuite l'incrémentation, ou faire l'inverse. Alors, on cherche à avoir un ordre correct, c'est-à-dire qui évalue les opérandes d'un nœud avant d'évaluer le nœud lui-même. On dit que les dépendances de données modélisées ici par des flèches sont respectées, et puis naturellement on cherche à avoir un ordre qui améliore l'utilisation des ressources. Donc on pourrait avoir par exemple le parallélisme d'instructions, c'est-à-dire le fait qu'on puisse exécuter en parallèle une incrémentation et une décrémentation, le fait que les opérateurs soient piplinés, donc là par exemple on peut programmer ces deux multiplications à un cycle d'intervalle, puis naturellement la bonne utilisation des registres. Il se trouve que ces deux premiers critères sont très bien gérés dynamiquement par le CPU, pour peu qu'il implémente de l'out of order, ce qui est le cas de la plupart des processeurs modernes. Donc on va plutôt se concentrer sur l'utilisation des registres. Donc si on considère par exemple cette sélection d'instructions, il va y avoir deux ordres possibles. Soit on commence par évaluer le mauve et puis ensuite ce sous-arbre, soit on commence par évaluer le sous-arbre et ensuite le mauve. Dans le premier cas, on voit qu'une fois qu'on a exécuté le move, on est obligé de réserver le résultat dans un registre. D'accord? Donc pendant qu'on évalue le sous-arbre, on a ce registre qui est occupé, et au final, le nombre total de registres dont je vais avoir besoin, c'est 1, 2 et 3. Et puis inversement, si j'évalue d'abord le sous-arbre, et bien là je vois que je vais avoir besoin de 2 registres au plus. Ici j'ai besoin du registre 1 et 2. Ensuite je fais la soustraction et je n'ai plus besoin que d'un seul registre. Je réserve ce registre et puis je réalise le move. Donc ça veut dire que simultanément, en fait, je n'ai besoin que de 2 registres. Alors à nouveau, trouver un tel ordre et NP complet sur les DAG, et puis linéaire sur les arbres. Donc on utilisera exactement la même stratégie que précédemment, c'est-à-dire qu'on décomposera le DAG en sous-arbres qui seront ordonnancés séparément, et puis on en déduira un ordonnancement global. Pour l'ordonnancement sur les arbres, on va utiliser l'algorithme de Sethi-Ullmann, qui permet d'obtenir un ordre optimal en consommation registre. Pour ça, on va associer à chaque nœud le nombre total de registres requis pour évaluer le sous-arbre enraciné sur ce nœud. Donc le nombre de registres requis pour évaluer une feuille, c'est simplement 1, puisqu'on est obligé d'utiliser un registre pour placer la valeur de cette feuille. Alors maintenant, regardons ce qui se passe sur les nœuds intermédiaires. Si jamais on a besoin d'autant de registres sur le fil gauche et le fil droit, on voit que quel que soit le sous-arbre qu'on va évaluer en premier, on va utiliser RG de N1 pour évaluer le premier sous-arbre, ensuite on va réserver le résultat dans un registre, et pendant que ce registre sera vivant, on utilisera RG de N2 pour évaluer l'autre sous-arbre. Donc au final, on va avoir 1 plus RG de N1, registre nécessaire pour évaluer le sous-arbre. Et l'ordre d'évaluation n'a aucune importance, on peut aussi bien évaluer indifféremment à gauche d'abord ou à droite d'abord. Alors maintenant, imaginons que le nombre de registres nécessaires pour évaluer chaque sous-arbre est différent. Et par exemple, supposons qu'on a besoin de davantage de registres pour évaluer le sous-arbre N2 que pour évaluer le sous-arbre N1. Ça peut également s'écrire de cette manière-là. On va commencer par regarder la consommation en registre quand on commence par évaluer N1, et puis ensuite on regardera ce qui se passe quand on commence par évaluer N2, et puis on gardera le meilleur ordre d'évaluation. Alors on commence d'abord par évaluer N1, donc par hypothèse, le nombre de registres dont on a besoin c'est RG de N1. Ensuite on réserve le résultat dans un registre, donc là on n'a plus besoin que d'un seul registre. Ensuite, on évalue N2, donc pour ça on va utiliser RG de N2 registre plus le registre qu'on a réservé pour stocker le résultat de N1. Ensuite, on place le résultat à l'intérieur d'un registre R2, donc on voit qu'on va utiliser deux registres, le registre réservé pour N1 et puis donc le registre qu'on vient de réserver pour N2. Et finalement, je réalise l'addition, et donc à nouveau, je vais avoir besoin de deux registres pour réaliser cette opération. Donc on voit que tout au long de l'exécution, le nombre maximum de registres qu'on va utiliser est pendant l'évaluation de N2, et c'est 1 plus le nombre de registres de N2. Alors maintenant, regardons ce qui se passe quand on commence par l'évaluation de N2. Donc j'évalue N2, et par hypothèse, j'ai besoin de RG de N2 registres. Ensuite, je réserve le résultat à l'intérieur d'un registre R2. Ensuite, j'évalue N1, donc à nouveau, je vais avoir besoin de RG de N1 registre, plus le registre dans lequel j'ai réservé le résultat de N2. Je stocke le résultat dans un registre R1, donc à nouveau, on a ce registre R1 plus le registre qui contient la valeur de N2.
et au final je fais l'addition. Donc on voit que le nombre maximum de registres dont on a besoin au cours de l'exécution, ça va être RG de N2, puisque par hypothèse, RG de N2 est supérieur ou égal à RG de N1 plus 1. Et donc l'ordre qui nécessite le moins de registres, c'est naturellement celui-ci. Conclusion, il faut d'abord évaluer le sous-arbre qui demande le plus de registres. Et le nombre total de registres dont on a besoin, c'est simplement le maximum entre RG de N1 et RG de N2. D'où l'algorithme, on évalue récursivement RG, et puis ensuite, l'ordre d'exécution, ça va être un ordre postfixe dans lequel on va évaluer le nœud qui a le RG le plus important. Là par exemple, on voit qu'il faut d'abord évaluer ce sous-arbre parce que son RG est plus important, et puis ensuite ici on voit qu'il faut d'abord évaluer ce sous-arbre, et puis finalement ici ça n'a pas d'importance. Donc au final, l'ordre d'exécution c'est la soustraction, et puis ensuite l'addition, et puis enfin la multiplication. Une fois fixé cet ordre d'exécution, on va pouvoir générer du code machine qui va utiliser des temporaires. Et alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'allouer ces temporaires au registre pour pouvoir avoir du vrai code machine. Pour ça, on applique ce qu'on appelle l'allocation des registres. Comme son nom l'indique, c'est simplement l'allocation des ressources de stockage, c'est-à-dire les registres ou la pile, aux différents temporaires qui sont manipulés par le programme. Sachant qu'on va naturellement donner la priorité au registre, puisque le coût d'accès à un registre est beaucoup plus faible que le coût d'accès à la pile. Et puis une fois qu'on aura cette allocation, on saura de combien de slots de pile on a besoin, et on pourra fixer le alloc point d'interrogation avec le nombre de slots de pile alloués. Alors la contrainte principale de l'allocation de registre, c'est de faire en sorte que deux temporaires qui sont vivants en même temps soient placés dans des registres différents de manière à ce qu'ils ne se marchent pas sur les pieds. Donc pour ça, on va définir une notion d'interférence, et on dira que deux temporaires T1 et T2 interfèrent, qu'on notera de cette manière-là, qui est seulement s'ils vivent en même temps sur un point d'exécution. Alors un petit mot quand même sur les intervalles de vie. Une instruction va commencer par lire ces deux opérandes, réaliser un calcul, et puis écrire l'opérande résultat. D'accord? Donc ça signifie que l'écriture du résultat se fait à la toute fin, et la lecture se fait au début. Donc par exemple, le temporaire T3 va être vivant à la fin de l'instruction qui le définit, et jusqu'au début de l'instruction qui le lit. En particulier, ça signifie qu'il n'existe pas d'intersection entre l'intervalle de vie de T3 et l'intervalle de vie de T4. En effet, cette instruction lit T3, donc T3 meurt, et puis juste après la mort de T3, on définit T4. Donc comme prévu, on définit une notion de correction sur notre allocation, en disant que l'allocation est correcte si elle va mapper deux temporaires qui interfèrent dans deux registres différents. Et puis ensuite, il y a une contrainte d'efficacité, donc autant que possible, on va chercher à allouer des registres, et puis on essaiera d'éliminer les copies en allouant le même registre à la source et à la destination. Ce qui permettra notamment d'éliminer une partie des copies qui sont générées par la sortie de la forme SSA. Donc on représente ces informations par un graphe d'interférence, dont les nœuds sont les temporaires, puis on a des arcs d'interférence qui représentent la relation d'interférence, puis on ajoute un arc d'affinité entre deux temporaires, s'il existe une copie entre ces deux temporaires, pour dire que préférentiellement on va chercher à allouer le même registre à ces deux temporaires. Donc sous ces contraintes-là, l'allocation consiste à associer à chacun des temporaires un registre, qui est tel que si deux temporaires sont reliés par un arc d'interférence, c'est un registre différent. Ce problème, c'est ce qu'on appelle la coloration de graphe. Alors en vérité, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisqu'on a la contrainte d'affinité en plus à satisfaire. Voici donc un exemple d'allocation possible. Donc là j'ai utilisé R1, R2, R3, ça pourrait être RAX, RBX, RCX. Alors notez bien que quand il y a un arc d'interférence entre deux nœuds, j'ai bien choisi des registres différents, et puis là j'ai de la chance, puisque les temporaires reliés par un arc d'affinité possèdent bien les mêmes registres. Le problème du K-coloriage est connu pour être NP complet, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, à notre connaissance, d'algorithme polynomial pour régler ce problème à partir de trois couleurs. Et par ailleurs, on peut montrer que n'importe quelle instance de ce problème de K-coloriage peut être traduit en un problème d'allocation de registre, et par conséquent, le problème d'allocation de registre est lui-même NP complet. Donc là, ça signifie qu'il n'existe pas d'algorithme qui résout ce problème en temps raisonnable. On résout donc ce problème en utilisant des heuristiques, notamment le coloriage par simplification, qui fonctionne plutôt bien. On dira qu'un nœud est trivialement K-colorable, avec K le nombre de registres, s'il a strictement moins de K voisins. Donc par exemple ici, si on considère K égale 3 registres, il existe 3 nœuds trivialement colorables qui sont T2, T3 et T4. Ils ont tous au plus 2 voisins. On considère uniquement les arcs d'interférence. Et donc cet algorithme va simplement retirer un nœud trivialement colorable du graphe, colorier récursivement le graphe obtenu, et puis ensuite allouer une couleur restante à ce nœud. Donc là par exemple, je retirerai T3, je colorierai récursivement le reste du graphe, et puis j'affecterai une couleur restante à T3. Et puis si possible, je ferai en sorte que T3 ait la même couleur que T4. Et ça c'est possible puisque T3 interfère avec strictement moins de K voisins. Donc allons-y, imaginons qu'on commence par retirer T3, qui est trivialement colorable, etc., etc., etc. Donc là je colorie le graphe vide, et puis ensuite je dépile, donc je retire T4, j'associe un registre, ensuite même chose avec T1, T2, T3. Donc là, je vois que j'ai une allocation qui est correcte,
et en plus, par chance, j'ai réussi à satisfaire. Donc c'est un algorithme qui essentiellement va nous donner un ordre de coloriage des nœuds. Alors si par malheur il n'existe aucun nœud trivialement qui est colorable, eh bien on va choisir un nœud de plus fort degré, donc par exemple le nœud T1, on le retire du graphe, on colorie récursivement, et puis s'il reste une couleur, on l'affecte, sinon on va marquer N comme étant un temporaire à loger dans la slot de pile, et on le retire du graphe d'interférence. Ici par exemple, eh bien, on obtiendrait cette allocation où T2, T3 et T4 sont mappés à des registres, et puis T1 est sur un slot de pile. Donc voici l'algorithme final, hein. Autant que possible on va éliminer les nœuds trivialement colorables. Si on tombe sur une situation où aucun nœud est trivialement colorable, on élimine le nœud de plus fort degré, puis à la fin, eh bien, on alloue de manière opportuniste les couleurs qui restent, hein. Et si on tombe sur une situation où il n'y a pas de couleur restante, eh bien, on marque ce nœud pour lui allouer un slot de pile, et puis on le retire du graphe, hein. Alors pour l'allocation des slots de pile, il suffit simplement de colorier le graphe d'interférence qui est restreint aux nœuds marqués, hein. C'est-à-dire aux nœuds qui sont alloués au slot de pile, hein. Et on le colorie avec un nombre infini de slots, de sorte qu'on est certain de toujours trouver une allocation de la pile, qui permet ensuite de fixer le alloc point d'interrogation au début du prélude. Alors il y a quand même un petit problème avec cette allocation, c'est le code qui permet de récupérer les données qui sont dans la pile. Alors plus précisément, si on a add t1,t4 et que t1 est logé dans la slot de pile, eh ben, on va être obligé de récupérer la valeur du slot de pile à l'intérieur d'un registre temporaire, faire l'addition, et puis écrire le résultat dans la slot de pile en utilisant le registre temporaire. Donc la question c'est comment on fait pour allouer ce registre temporaire. Sachant que comme on utilise des opérateurs binaires, on voit qu'au plus on a besoin de deux registres temporaires. Donc on va utiliser un algorithme qu'on appelle le coloriage itératif. On commence par trouver une allocation. Donc on applique l'algorithme de Shettin pour trouver une allocation, et pour chacun des temporaires qui est marqué pour être alloué dans la pile, eh bien on produit le code de vidage, hein, c'est-à-dire le code qui récupère ou qui stocke les valeurs à l'intérieur de la pile. Donc là par exemple on avait mov t1,3, eh ben, on va créer en fait un nouveau temporaire hein, qui matérialise en fait le registre de vidage, dans lequel on va mettre 3, et puis ensuite on se sert de ce temporaire pour mettre la valeur 3 à l'intérieur du slot de pile. Puis ici on avait add t1,t4, à nouveau t1 est mis dans la pile, donc il faut commencer par récupérer la valeur de T1 à l'intérieur du slot de pile, on va se servir d'un registre de vidage T1,2, on fait l'opération, et puis enfin on se sert du même registre de vidage pour placer la valeur à l'intérieur du slot de pile. Donc on obtient un nouveau code sur lequel on va pouvoir appliquer itérativement notre algorithme d'allocation de registre. Et donc ici, après itération, eh bien, on obtient une allocation sans spilling, avec notamment l'allocation des registres de vidage. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici, à chaque itération, il y aura au moins un temporaire qui sera marqué pour faire du vidage, donc dans le pire des cas, on va finir par marquer tous les temporaires, qui sont en nombre fini, et par conséquent, l'algorithme termine. Et puis c'est un algorithme qui finit toujours par trouver une allocation, puisque dans le pire des cas, si tous les registres sont vidés, ben, on a vu qu'on a besoin au plus de deux registres. Et ça, c'est toujours strictement plus petit que le nombre total de registres sur la machine cible. Donc voici l'algorithme final, on commence par faire une passe d'allocation, et aussi longtemps qu'il y a des nœuds qui sont marqués pour être stockés dans la pile, et ben on génère le code de vidage qui est associé à ces nœuds, et puis itérativement on refait l'allocation. Et ensuite on va allouer les slots de pile en coloriant le graphe restreint aux nœuds de vidage, et au final on retourne l'allocation des registres et puis l'allocation de la pile. Alors il reste un dernier problème à résoudre. Alors au moment de traduire les fonctions, on a vu que certains temporaires devaient être forcés à RAX, et puis de la même manière, si on utilise certaines instructions comme la multiplication ou la division sur x86, on est obligé de loger certaines opérandes à l'intérieur de RAX, voire RDX. Alors pour résoudre ce problème, il suffit simplement de précolorier le graphe d'interférence avant l'allocation, puis ensuite exécuter normalement l'allocation des registres.